Bon, mais écoutez, je vous propose qu'on démarre. De toute façon, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, on va essayer de tenir cette réunion avec les petits dysfonctionnements qui nous permettront d'ailleurs de nous améliorer au fil du temps. Voilà, en tous les cas, je note que nous sommes finalement 93, plus les quelques-uns qui pourraient nous rejoindre. Bon, je souhaitais avant tout vous faire sur le premier point d'ordre du jour un petit point sur le rapport d'information de ce qui s'est passé depuis que nous ne nous sommes pas rencontrés, de manière à ce que vous puissiez avoir quelques éléments précis et tangibles qui vous permettent aussi d'ailleurs de renseigner les populations que vous croisez pardon, sur chacun de vos territoires. Euh, Au lendemain de cette crise, donc du jour où l'État a prononcé la situation telle qu'elle a été et telle qu'on la connaît, on a souhaité mettre en place plusieurs choses dans un ordre de priorité qui est le suivant. La première, ça a été évidemment la protection sanitaire de nos agents communautaires et du public avec lequel on travaille finalement au quotidien. Le deuxième sujet, ça a été la continuité des fonctions essentielles de service public à laquelle nous sommes toutes et tous très attachés. Donc, nous avons pris un certain nombre de mesures. Je vais vous les détailler. En suivant, donc, on a souhaité, d'une manière assez innovante, pouvoir mettre en place un certain nombre d'actes de solidarité à l'échelle de notre territoire et de notre périmètre pour permettre à tout un chacun de vivre un peu mieux l'épidémie, suivant qu'on est situé sur un territoire, cela dit rural, mais qui, au fil du temps, se découvre avec beaucoup d'atouts finalement. Un quatrième point aussi dans l'ordre de priorité, c'est évidemment le soutien aux entreprises et aux associations du territoire. Je le détaillerai en suivant. Et pour terminer, donc, l'adaptation à un contexte juridique particulier, puisque au-delà du caractère épidémique que nous traversons, il y a aussi la période dans laquelle nous sommes avec un renouvellement des conseils communautaires, des conseils, pardon, municipaux, qui finalement s'est arrêté au milieu du gué et qui nous demande à la fois une veille juridique assez particulière et dans le même temps donc de faire vivre la démocratie. C'est ce que nous essayons de faire à l'instant. Alors pour commencer sur le premier point, donc pour ce qui concerne la protection des agents du Grand Figeac. Vous savez que nous avons 211 agents permanents au Grand Figeac et à partir donc, du 17 mars, plusieurs services communautaires ont été fermés au public. On a évidemment travaillé la question avec les maires de chacune des communes qui pouvaient être concernées. À ce jour, sur les 211 agents, donc, on a 46 agents qui sont sur leur poste habituel, complétés par 10 vacataires. Hein. Ce sont essentiellement les personnes qui travaillent sur la collecte des déchets ménagers. Je parle pour les vacataires. Nous avons donc 90 agents qui sont en autorisation spéciale d'absence, comme la loi nous le permet, et 75 agents qui, eux, sont en télétravail et amener de temps à autre donc à visiter les sites de la communauté, qu'ils soient à la Tronquière, à Figeac ou à la Capelle. J'ai demandé à ce qu'évidemment ils soient le moins nombreux possible suivant ce qui nous a été préconisé par nos gouvernants. Et ici, par exemple, sur le site de Figeac, c'est au maximum 2 ou 3 personnes par étage qui peuvent être présents. Bon, les choses se sont mises en place relativement facilement, je serais tenté de dire, hein, parce que chacun a compris l'impériosité de la demande et il était important qu'on puisse travailler ainsi. Oui. Monsieur Pradine qui rejoint la réunion. On me fait signe que Monsieur Pradine, donc 94e participant, rejoint la réunion. Bienvenue Fabrice et excusez-nous pour ces désagréments. Comment? Et Nathalie Masbou aussi, donc 95. Voilà. Pour continuer, donc sur les agents, je note aussi que 28 sont à ce jour déclarés volontaires pour pouvoir assurer des missions de solidarité. Christiane Sercomanes pourrait en parler. On a des services qui ont évidemment explosé, comme le portage de repas ou d'autres services. Et j'apprécie que plusieurs agents se soient manifestés pour pouvoir être volontaires ailleurs que sur leur poste habituel. Et ça, c'est tout à fait appréciable. Ceux qui sont en autorisation d'absence sont d'ailleurs mobilisables pour des missions ponctuelles. On y reviendra au fur et à mesure, mais ils ont été mobilisés, par exemple, pour aller récupérer du tissu ou des choses comme ça,
puisqu'on a effectivement beaucoup d'actions qui ont pu se mettre en place. Pour ce qui est donc des agents qui sont finalement nombreux, au nombre de 75 qui sont placés en télétravail, ceux-là même qui assurent aussi la continuité des services. Je veux parler évidemment de toutes les fonctions de direction. Il faut savoir qu'il y a des comités de direction qui sont organisés toutes les semaines et chacun dans ses responsabilités fait tourner ses directions en fonction évidemment à la fois du besoin mais aussi des possibilités. Je leur adresse d'ailleurs toutes mes félicitations de la direction générale jusqu'à toutes les directions parce qu'ils ont été très responsables sur ce moment inhabituel. Donc, félicitations à eux parce que c'est aussi important. Il y a des nécessités d'adaptation qui doivent être et doivent se faire de manière très pragmatique. Moi, en plus, j'y tiens parce que je ne veux pas non plus qu'on puisse laisser les choses en roue libre. Donc, il y a eu de la réactivité et je suis très heureux. Pour ce qui est des fonctions essentielles du service public qui relèvent de notre collectivité. Évidemment, le premier d'entre eux, ça a été le centre intercommunal de santé, donc sur les différents sites sur lesquels nous travaillons, qui a été maintenu, vous le comprenez, bien qu'en fait, on ait une fréquentation qui soit un peu en deçà de la normale, mais le centre de santé fonctionne et c'est bien normal. Toutes les mesures de précaution ont été prises par rapport à la protection des médecins, bien sûr, des assistants également, et des patients, vous le comprendrez, avec des infections, masques, gel et tout ce qui va avec. Sur la collecte des déchets, le service n'a pas été interrompu. Il retourne d'ailleurs, il revient à la quasi-normalité à partir de ces jours-ci, puisqu'on a eu à constater en quelque part la fermeture donc des centres de tri qui ont eu difficulté à mettre en place les gestes barrières et la protection des personnels, mais les centres de tri sont en train de réouvrir. Je voudrais simplement vous dire à cet instant aussi que le CIDED a mis en place des mesures qui ont permis en fait de jamais envoyer le recyclable, et ça je souhaite que vous le disiez à votre population, de jamais envoyer le recyclable dans les ordures ménagères, puisque finalement ils ont réussi à presser le recyclable de façon à le stocker et à le traiter ultérieurement. D'autres collectivités ont fait le choix de tout ramasser en même temps. Ici, c'est le choix qui a été fait. On peut s'en réjouir parce que ça a permis à chacun, bon, même si on a demandé de garder un peu les déchets à la maison, mais ça a permis à chacun de pouvoir conserver le geste, ce qui est important. Un service aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le portage des repas à domicile et l'épicerie sociale du Centre intercommunal d'action sociale. Christiane pourra peut-être nous en dire un mot, je l'ai perdu de vue, Christiane, mais si en 3 minutes tu peux nous en dire quelques mots, puisque c'est toi qui suis ça. Christiane, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui, ça y est. Alors, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire la situation aujourd'hui? Alors, la situation aujourd'hui, donc, effectivement, comme on s'en doutait, le portage des repas à domicile a explosé dès le début. Nous avons eu à peu près une augmentation de 35% sur tout le territoire du Grand Figeac, pas que sur la commune de Figeac. Le volontariat des agents du Grand Figeac pour venir en soutien aux agents du CIAS est très apprécié par les équipes. D'autant plus qu'en ce moment, j'ai 2 agents en arrêt de maladie, pas coronavirus, mais des pathologies de saison, voilà. Donc, effectivement, c'est un service qui est très sollicité. Épicerie sociale, nous avons pu mettre en place, et j'en remercie la gendarmerie aussi, la mobilité des bénéficiaires de l'épicerie sur le territoire avec des attestations bien spéciales. Pour qu'ils puissent venir s'approvisionner à l'épicerie. Je remercie aussi toutes les entreprises, je pense à Ratier Figeac qui nous a fait des dons de ce qu'il y avait dans les frigos du restaurant d'entreprise, les agriculteurs du groupement Ferme de Figeac qui nous fait des dons toutes les semaines. Merci Sylvie Roffet de tes asperges vendredi, elles ont été très appréciées. On est sur des gros volumes. Je ne vous cache pas que la situation est quand même assez tendue dans des nouvelles familles financières et alimentaires.
Voilà, et puis bon, mais on va voir ce que va donner cette sortie de confinement. On va essayer de mettre en place aussi avec les agents du CIAS un nouveau accueil au public parce que effectivement ça devient compliqué pour certains documents, ne serait-ce que les déclarations d'impôts. Tout le monde ne bénéficie pas d'un outil informatique pour faire ces déclarations d'impôts, donc on va essayer de trouver des solutions aussi. Voilà. Et après, je veux ajouter à mes collègues du territoire qui ont des CCAS ou qui ont des personnes en difficulté sur leur commune. On a pu bénéficier, le CIAS, de chèques services de la part de la DSPP, de l'État, du gouvernement. Donc, j'en ai quelques-uns qui sont arrivés à utiliser avant le 5 mai. Donc, n'hésitez pas soit à m'envoyer les personnes, soit à trouver une solution pour que je puisse vous en faire passer dans vos communes. Voilà. C'est des chèques services comme les chèques restaurants ou chèques, voilà. C'est des chèques de 3,50 €. C'est des carnets de 10 chèques, ce qui équivaut à 35 € à échanger dans les intermarchés puisque Leclerc ne veut pas les échanger. Voilà. Très bien, merci Christiane pour ce point. Dans la continuité, donc sur les services qui ont poursuivi leur action, on a également le service urbanisme. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. Très tôt, on a décidé de pouvoir maintenir ce service parce que derrière, il y a aussi une activité qui en dépend. Je veux parler évidemment de l'artisanat qui aussi, pour certains, ont fait le choix d'arrêter, mais pas tous. Donc, je suis très content qu'on ait pu maintenir ce service parce que ça a été une demande qui est venue assez rapidement pour les collectivités qui ne l'avaient pas fait. Et en tous les cas, au Grand Figeac, on a pu l'assurer. Alors, j'espère que vous avez tous bien pris la mesure parce que j'ai été sollicité par quelques-uns, croyant que le service était à l'arrêt et ça n'était pas le cas. Sur le transport à la demande, les entreprises titulaires des marchés ont poursuivi cette mission. Ici, on n'a pas eu à s'en servir, mais sachez aussi que pour ce qui est du transport à la demande, il est ouvert gratuitement au personnel soignant qui le solliciterait. Fort heureusement, on n'a pas eu à le mobiliser ici parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cas encore, mais en tous les cas, c'est aussi une des possibilités. Sur le chenil, donc, on a assuré le soin aux animaux qui étaient jusqu'alors hébergés au chenil, mais par contre, on n'a pas assuré donc l'accueil de nouveaux chiens ni la collecte d'animaux sur quelques communes. Ça a été le cas évidemment, parce qu'il y a une activité qui se déroule tout au long de l'année. Certains d'entre vous m'ont appelé, mais c'est vrai que le fait qu'on n'ait plus possibilité pour les bénévoles de venir sur le chenil, et vous le comprendrez en cette période de confinement, nous a conduit à prendre cette décision. Pour autant, d'autres organisations se mettent en place, comme la collecte de nourriture pour le chenil dans les supermarchés. Et donc là, on est aussi partenaire, puisque avec Madame la sous-préfète, on a essayé d'aider à la mise en place de cette opération-là. Pour ce qui est de la crèche, donc on a été, comme vous le savez, très tôt sollicité par rapport à l'accueil des enfants, des médecins, des personnels soignants. On a eu sur les crèches qui sont restées ouvertes, c'est-à-dire Figeac, La Tronquière et la Batude, 4 ou 5 enfants qui ont pu être accueillis, donc une fréquentation qui était vraiment pas très forte, mais en tous les cas, le service a pu être assuré. Et je ne vous l'ai pas dit, mais on a mis tout de suite en place, évidemment, un plan de continuité d'activité pour la collectivité qu'on a présenté à la sous-préfecture, évidemment, et qui tient compte de toutes ces questions-là. Quand je parle des crèches de la Batude ou de la Tronquière, elles sont gérées par l'association Céline Alimard, son président est parmi nous, Pascal Levici, mais elles sont donc, comme vous le savez, financées par le Grand Figeac, et donc on a ensemble cherché des solutions de manière à ce que cela puisse se poursuivre. Voilà, on a aussi assuré l'accueil téléphonique donc, de la population depuis le siège et les bureaux de la Capelle et de la Tronquière, et tout ce qui concerne l'administration générale et la veille des services techniques sur la voirie, par exemple, et les bâtiments ont pu aussi être assurés. Bon, le point 8 de l'ordre du jour, c'est les questions diverses. Michel Tournemine, alors. Oui, je suis là.
Oui, moi, c'était une question par rapport à la rentrée des classes du 11 mai. Bon, on a bien compris que les masques ne seraient pas obligatoires pour les enfants. On a bien compris que on avait besoin de faire des désinfections, etc. Mais on a les murs qui ne sont pas extensibles. C'est-à-dire, si on peut arriver à contenir les enfants qui seront prévus lors de la première vague, quid de la deuxième vague et quelle est la situation que les différentes écoles du Grand Figeac comment elles ont réussi à résoudre cette équation. Parce que c'est bien beau de faire une rentrée pour le 11, mais pour le 25, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, là, on est hors compétence communauté de communes, hein, clairement. Oui, mais c'était pour avoir l'avis des différentes communes avec les écoles. Mais tout à fait, c'est pour ça que je laisserai à chacun de ceux qui le souhaitent l'expression par rapport à l'organisation de cette rentrée, sachant que l'AIM compte à peu près 1000 habitants, donc peut-être plutôt aux communes qui ont l'équivalent de population de s'exprimer si vous le souhaitez. Oui, 83 élèves. 83 élèves, voilà. Je veux bien, si tu oui. Stéphane Bérard, pour essayer effectivement, pas d'amener des réponses, mais quelque chose qui est tout frais pour nous à Cap-de-Mac, puisqu'on a eu une réunion avec les 3 directrices par visio ce matin. De ce que je comprends, Michel, c'est que si effectivement nous allons y gagner d'une manière progressive le 11 et le 18, je vois bien arriver le 25 où on se fracassera certainement moins et que l'accueil collectif à effectif total sera en tout cas peut-être proposé dans les écoles. Alors quand tu dis effectivement que nos murs sont pas extensibles, c'est une réalité. Et moi je pense que cette période de déconfinement progressif a pour objectif d'amener une certaine confiance aux familles, aux enfants et aux élus, de manière à retrouver, à mon avis, une vitesse de croisière, peut-être pas fin mai le 25, mais en tout cas début juin, même si on sait que au niveau de la scolarité, donc ce qui est reporté au mois de juin, ce sont les secondes, terminales et premières. Mais je pense qu'au niveau des primaires et des maternelles, l'idée c'est vraiment d'arriver à une situation normale le plus rapidement possible. Merci Stéphane. Je ne sais pas si Pascal, tu veux dire un mot. Oui, moi je voulais dire, on va avoir tous le même souci de place, évidemment. On a des écoles qui sont faites pour avoir des classes à 25 et l'éducation nationale, justement, elle sait bien de nous les charger d'habitude. Donc on a souvent des classes à 25, voire même en plus dans les collèges. Donc c'est pas possible d'en accueillir 30, d'en accueillir 15 tout le temps, quoi. Donc forcément, ils vont nous autoriser rapidement à remonter au plafond des chiffres actuels. Mais je pense que moi, que c'est le début là qu'ils essaient de mettre en mois de mai, au mois de juin, c'est pour qu'on se prépare pour septembre. Parce qu'en septembre, il faudra vivre après moi encore avec cette maladie et on ne pourra pas laisser les enfants à la maison. Donc il faudra trouver des solutions pour qu'ils viennent tous à l'école. Ok, je ne sais pas si d'autres veulent Fausto, puisqu'on est dans une situation aussi. Bon, mais c'est vrai aussi qu'on n'aura peut-être pas tous les enfants non plus à la rentrée. Donc c'est possible qu'on arrive à les loger, ceux qui viendront à l'école dans la classe. Par contre, où nous allons rencontrer des difficultés, c'est avec la restauration scolaire, puisque c'est le département qui nous vend les repas. Et la salle de réfectoire est petite. Déjà, en période normale, il y a 3 services. Donc, dans cette période-là, ça va être encore plus compliqué. Et plus on y pense, plus on s'acheminera vers des casse-croûtes amenés par les enfants pour ceux qui viendront à l'école. Ça sera peut-être la solution retenue à plusieurs endroits. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez envisagé la solution qui a été préconisée par le comité scientifique de faire manger les enfants dans les écoles, dans les classes? Je vous laisse répondre, moi, parce que moi, je n'ai pas géré cette... Oui, concernant Plagnoles, Jean-Paul Chassin, on a envisagé effectivement que les enfants mangent à leur table scolaire. 2 groupes de 15 maximum, 2 classes, et ils mangeraient à leur table. Parce que sinon, ils seront forcément en présence les uns des autres de manière extrêmement rapprochée. Jacques Borzo,
Alors, avant Jacques, il y avait Geneviève. Pardon. C'est ça, Geneviève Van de Kerkhove qui voulait parler? Non, peut-être pas. Non, bon, mais écoute, excuse-moi, j'ai cru que tu voulais parler. Jacques Borzo, oui, qui parle parfois sans lever la main, lui. Hein. Oui. Bon, tu as vu, je suis revenu. On m'a retrouvé. Oui. Nous, en fait, on va chercher, parce que c'est la cantine du collège, c'est là où on se fournit pour les écoles. Nous, on ira chercher les repas. Et effectivement, comme notre ami Chassin, on va servir les repas en classe avec, évidemment, on a la chance d'avoir des classes assez spacieuses, donc avec des règles de distanciation, évidemment, mais les gosses mangeront sur place, voire sous le préau s'il fait beau, et c'est comme ça qu'on va s'organiser. Effectivement, là aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, parce que je viens d'arriver, c'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de familles en disant mais c'est une honte que les collectivités puissent accueillir les enfants. D'autres qui disent enfin une possibilité d'aller bosser et de mettre les enfants à l'école. Là aussi, comme d'habitude, il y aura des partages assez marqués entre les uns et les autres. Moi, je pense que si les règles de distanciation, on peut se permettre de les mettre dans nos écoles, il faut accueillir les enfants quand on peut. Quoi. Vincent Pierre Martinez, Dave. Oui, Pierre, vas-y. J'attends la décision du conseil du CDEN de lundi après-midi pour prendre une décision en ce qui concerne les écoles de l'Ain, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. On ferait un parcours. Oui. Les enfants viendraient chercher. Alors, Monsieur Chassin, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend. Pierre, je n'ai pas compris la fin de ton expression, s'il te plaît. Je disais que j'attendais la décision du CDEN du lundi après-midi pour prendre une décision concernant les écoles de l'Ain, et que je ne comprenais pas pourquoi on allait à l'encontre des conseils du conseil scientifique. Ça, par contre, on ne le réglera pas ici. Mais, mais il a raison. Pour le moment, c'est facultatif, mais du côté des parents d'élèves, pas du côté des élus, d'après ce que j'ai compris. Oui, exact. Merci. Voilà. Allez, s'il n'y a pas de... Est-ce que je peux parler? Monsieur Peralta, allez-y. Oui, donc, en ce qui me concerne, donc les parents sont effectivement au courant que leurs enfants pourront rentrer certaines parties. Comment dire, on va leur envoyer un mail. Il y a aussi la base du volontariat, mais on ne va pas faire de la scolarité à la carte. En ce qui nous concerne, on a décidé que ceux qui voudront mettre leurs enfants à l'école les mettront, mais ce n'est pas un jour je le mets, un jour je ne le mets pas, parce que je les vois venir certains. Ceux qui ont décidé de ne pas les mettre, ils les garderont chez eux. On ira faire une question du transport scolaire. Alors, concernant les transports scolaires, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait aussi posé cette question diverse, mais là, je peux y répondre. Alors, cette fois-ci, en tant que vice-président de la région. Les transports scolaires seront a priori organisés. Non pas, ça nous posait de problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que la distanciation sociale dans les bus va poser la difficulté de rouler avec des véhicules plus importants sur des routes qui ne le permettent pas toujours. Donc, on a beaucoup d'interrogations par rapport à ce sujet-là. De la même manière, on a interrogé les sociétés de transport qui, pour la plupart, ont des personnes d'un certain âge qui conduisent ces bus. Ils nous ont répondu qu'a priori, ça ne posait pas de souci, donc les bus pourront circuler. Mais voilà, notre vraie question aujourd'hui, c'est la taille des véhicules pour pouvoir mettre en œuvre à l'intérieur même du bus la distanciation sociale comme il le faudrait. Même si tu mets tous les sièges, c'est impossible. Ok, d'accord, ok, merci. Alors, il y en a qui oublient de couper leur micro. Hein. Voilà. Voilà la réponse que je peux apporter. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui m'interrogeait, c'est M. Parenta, je crois, hein, sur la question du transport scolaire. Mais dans tous les cas de figure, tout sera mis en œuvre pour qu'il soit mis en place. Je parle aussi sous le couvert de Stéphane Bérard, président de la commission
Transport à la région, Stéphane, je ne sais pas si tu veux compléter, mais… Je voudrais juste terminer aussi, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu parler. Quand on a posé la question pour la cantine, Vincent, tu sais que nous, à l'ISAC, on a une cantine toute neuve. Oui. Donc, on a fait un agencement spécial pour pouvoir les enfants manger à la cantine. Avec l'espace entre chacun, il n'y aura pas de souci. Et puis, parce que bon, on a trouvé que manger dans les salles, comme ça avait été préconisé. Alors, pour ceux qui n'ont pas la place, c'est vrai que c'est OK, mais pour là, nous qui avons la place, et voilà. Et il y a aussi un problème pour les maternelles, c'est que, bon, quand ils sont petits, même si c'est en troisième section de maternelle, quand ils veulent, il faut aller aux toilettes, il faut qu'il y ait une personne qui s'en occupe. Donc, ça va aussi nécessiter au niveau du personnel pas mal de choses, de protection et tout ça. Voilà. Oui, j'en ai bien conscience. Comme dans les bus, il y a aussi la mise en place de plexiglas pour protéger les chauffeurs, etc. etc. Donc, tous ces aménagements nous posent question et puis vont engendrer des dépenses supplémentaires à tous les coups. Hein. Donc, voilà, on est devant cette situation. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions sur les écoles… Si, pour le transport scolaire sur le Haut-Ségala, comment on fera? Eh bien, on est à la O2, donc de la même manière que… Oui, mais on est avec des 9 places. Si on le fait avec un grand car, on ne pourra pas le faire. Mais c'est justement ce que je viens de dire, Jacques. Je viens de dire que ça pose beaucoup de questions. Alors, tant qu'on est en demi-classe, peut-être on pourra encore le faire, mais voilà, ça pose beaucoup de questions, ces sujets-là. Ça, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, Stéphane. Ouais. Pas forcément, encore une fois, des éléments de réponse, mais tu le sais aussi bien que moi, parce que j'en évoque la question des transports. Pour m'être rapproché donc, des services de transport de la région encore la semaine dernière, aucune préconisation claire n'était affichée et les salles des services de la région un petit peu dans le questionnement. Par contre, il est organisé demain après-midi une visioconférence donc présidée par Jean-Luc Gibelin en charge des transports à la région, vice-président, et l'ensemble donc des présidents des comités départementaux de transport scolaire. Donc, je pense qu'on sera peut-être en mesure de voir effectivement quelles sont les préconisations et dans quelles conditions on pourrait reprendre le transport scolaire, notamment au niveau déjà des primaires, des collèges, mais aussi des lycées pour le 18. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais j'avais apporté, Stéphane, quelques précisions, mais je pense que tu étais plus là. Mais on a effectivement cette réunion demain, tu viens de le préciser parce que je ne l'avais pas dit, pour tous les présidents de commissions départementales de transport, et pour le l'autre c'est moi, et qui nous apportera peut-être quelques éclaircissements. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, Jacques Endurand, allez. Oui, juste, je voudrais revenir sur les écoles. Il y a plusieurs sujets, mais tout a été dit ou presque. Pour moi, le gros problème, ce n'est pas la question de la reprise du 11 mai. Le 11 mai, au regard des effectifs qu'on peut avoir ici et là, puisque je rappelle que, d'après ce qu'il est prévu, c'est la reprise des CP, grande section CP et CM2. Donc, pour moi, ce n'est pas là le sujet majeur. Je pense qu'on doit pouvoir, malgré l'avis du conseil scientifique, et d'ailleurs, qui est un avis, j'ai lu la note du conseil scientifique, elle est intéressante, elle est quand même assez pragmatique par rapport aux mesures qu'on doit prendre. Donc pour le 11 mai, pour moi, ce n'est pas la difficulté. En revanche, je rejoins un petit peu le positionnement de Michel. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est plutôt la reprise du 25, où là, effectivement, ce serait l'ensemble des élèves maternels et primaires qui reprendraient. Et là aussi, le conseil scientifique émet un avis pragmatique assez intéressant, à savoir que les classes peuvent être dédoublées ou il peut y avoir que des cours le matin ou l'après-midi pour d'autres, etc. Mais ça, c'est très compliqué. Se pose aussi la question de la restauration. Alors, j'entends certains dire, oui, on va tous leur demander aux parents de préparer des repas aux gamins, de leur amener à l'école. Quid de la sécurité alimentaire, hein? Moi, je pose une question par rapport à ça. Pour pouvoir mettre tous les paniers repas que vont amener les parents dans des frigos, ce n'est pas très réglementaire. Moi, sur le plan sanitaire, ça ne me semble pas bon du tout. Ça, c'est un avis très personnel. L'autre question, rouvrir les restaurants scolaires pour peu de repas pour le 11 mai, bon, à la limite, ça peut être fait.
pour le 25, ça posera le problème des locaux aussi et de la distanciation sociale. Mais au-delà de tout ça, pour moi, l'écueil pour les élus, c'est un point de vue très personnel que je donne. L'écueil pour les élus, ce serait qu'on ait sur notre territoire, ici des ouvertures le 11, pas ici. En termes de lisibilité, de mon point de vue, ça serait vraiment pas bon. Et après, on oublie autre chose aussi. D'ailleurs, on l'a mémoire, c'est que il y a des parents qui sont dans des difficultés sérieuses selon la composition des parents. Si les enfants ne peuvent pas reprendre à terme le chemin de l'école, je ne vois pas comment certains parents pourront aller travailler. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit tous bien conscients qu'on a une responsabilité collective par rapport à ça. Et dernier point, j'ai posé ce matin une question à l'AMF. J'espère que l'Association des maires de France saura donner une réponse dans les meilleurs délais par rapport à ça. Moi, il y a une question qui me taraude en tant que maire. Si on fait le choix de reprendre le 11 mai, quid de la responsabilité des maires si on se retrouvait dans l'hypothèse où un enseignant, une ASEM ou un élève attrapait le Covid à l'école? Quelle serait la responsabilité qui pourrait être engagée auprès des municipalités et auprès des maires? Ça, c'est une question qui me paraît fondamentale. Et aujourd'hui, on n'a pas une réponse précise de la part de l'État sur cette question-là. Vincent, je ne t'entends pas. Micro, Vincent. Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Oui, je disais je vous propose qu'on referme la parenthèse sur les écoles. Hein. Je crois que c'est bien aussi de pouvoir échanger en termes d'expérience dans ce moment aussi particulier. Mais voilà, on n'a pas la compétence pour autant d'échanger. Ça peut toujours apporter un plus. Michel, je suppose que ça a répondu un peu à tes attentes. Est-ce que tu as d'autres questions diverses? Michel, non, parce que l'autre question diverse, elle a été traitée c'était le cadre des masques pour connaître l'arrivée, etc. Ensuite, Monsieur Sved, a-t-on fait le tour de toutes les questions que vous aviez à poser? Non, j'en ai une autre type de questions diverses là, que je vous ai envoyé ce matin. Il s'agit bon, étant donné que le potentiel industriel du Grand Figeac s'est surtout développé dans le secteur aéronautique, il paraît essentiel, d'une manière évidente, de connaître les impacts causés par la crise actuelle sur les grandes entreprises que sont Figeac Aéro et Rati Figeac, afin d'affiner notre stratégie économique de territoire pour pérenniser les emplois sur nos zones d'activité et attirer toujours de nouveaux habitants. Alors, dans ce contexte, pouvez-vous, Président, solliciter les deux PDG concernés pour qu'ils viennent présenter au Conseil communautaire un point de situation de leur société et les nouvelles perspectives à court et moyen terme? Alors, écoutez, moi, je ne me vois pas de demander ni à M. Maillard ni à M. Chanu de venir devant le conseil communautaire. Je pense qu'ils ont des stratégies qu'ils doivent mettre en place au sein même de leur entreprise qui vont forcément impacter le Grand Figeac. Pas forcément impacter le Grand Figeac, mais c'est des stratégies qu'ils n'ont peut-être pas envie de dévoiler. On travaille très bien avec ces deux chefs d'entreprise depuis de nombreuses années. Ils traversent une crise qui personne n'avait vu venir d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on les accompagne. Pour ma part, je les appelle au moins tous les 10 jours. Voilà, on est en échange régulier dans un rapport de confiance. C'est une période très compliquée pour eux. Je ne me vois pas, je vous le dis comme je le pense, leur demander aujourd'hui de pouvoir venir devant le conseil communautaire où 26 élus pourraient leur poser des questions. Je pense qu'on est dans un rapport de confiance. Il faut aussi les comprendre. Hein. Je vous l'ai dit l'autre jour en bureau, la stratégie d'investissement côté Aratier n'est pas à remettre en question. Le pas de temps ne sera forcément pas le même. Mais en tous les cas, les choses ne sont pas aujourd'hui annulées. Pour ce qui est de Figeac Aéro, c'est une période qui est aussi compliquée pour cette entreprise-là. Mais voilà, c'est des moments où est-ce qu'il faut faire des choix, parfois douloureux, mais c'est aussi
préparer le rebond. Donc, on les accompagne également avec des outils qui sont beaucoup plus adaptés que ce qu'on pourrait leur proposer à la communauté de communes côté région, parce qu'évidemment, la compétence économique, elle est d'abord à la région et la compétence immobilière, elle est à la collectivité. Voilà ce que je suis tenté de vous répondre. Ça me paraît très délicat et très difficile aujourd'hui de leur demander une audition devant le conseil communautaire, puisqu'ils n'ont pas à se référer au conseil communautaire. Mais ce que je veux quand même vous dire, très clairement, c'est qu'on travaille très bien avec eux. Il y aura un avant et un après crise, ça c'est certain. Notre préoccupation de tous, c'est que dans ce contexte de globalisation et de mondialisation, on sait que l'avion est un des facteurs principaux de la mondialisation, qui va être certainement un peu plus remise en question que ce qu'elle était jusqu'alors. Donc, il y aura des impacts sur Airbus. Le PDG d'Airbus a déjà annoncé un certain nombre de ces impacts, mais ils seront, à n'en pas douter, beaucoup plus profonds que ce qui a déjà été annoncé. Et les répercussions se feront sentir jusqu'ici, ça, c'est clair. Moi, je ne vois pas que les longs courriers puissent reprendre tant qu'il n'y a pas la mise en place d'un vaccin, parce qu'on ne traversera plus le monde et on ne changera pas de continent si on n'est pas sanitairement protégé avec certitude. Donc, ça va prendre du temps. Et ce temps-là, il faut essayer d'accompagner les entreprises du secteur au mieux, mais on a su le faire pendant des périodes de développement et je suis convaincu qu'en cherchant des solutions ensemble, on saura le faire pendant une période un peu plus compliquée. Voilà ce que je peux répondre à M. Sved. Attendez, M. Sved, il n'a plus de micro. Personnellement, je trouve dommage de ne pas les inviter à venir échanger avec le conseil communautaire parce que ce sont des autorités qui ont l'habitude de communiquer, donc qui ne seront pas forcément langue de bois, mais qui nous apporteraient une approche complémentaire par rapport à ce qui se dit dans la presse. D'autre part, je pense que le Grand Figeac investit suffisamment pour appuyer leur entreprise. Donc, ça, au titre de l'information qu'ils se doivent à l'égard du territoire, je pense que ça serait une bonne chose et ça nous permettrait de mieux réfléchir concernant la préparation de l'avenir en termes de rebond économique et pour que nos zones d'activité ne subissent pas les conséquences de la crise. Jacques Bordeaux, sans vouloir être désagréable avec M. Chette, qui a toujours une réflexion pertinente, moi je suis d'accord avec Vincent quand même, parce que dans la mesure où il y a une grande écoute avec le président du conseil communautaire, si jamais il y a des informations intéressantes à nous donner, malheureusement peut-être dans le mauvais sens, je pense que Vincent est tout à fait habilité à nous reporter les réflexions des PDG. Et c'est vrai qu'il est difficile dans ces périodes très compliquées pour eux d'aller devant 120 personnes pour expliquer les stratégies, d'ailleurs stratégies qui demain peuvent être remises en question parce que dans cette crise, on ne sait jamais trop ce qui va se passer demain. Moi, je pense que Vincent a raison, il y a une discrétion à avoir et s'il y a des informations très intéressantes et pour nous, je pense que Vincent est tout à fait habilité à nous les rapporter. Ok, bon, il y a M. Zved, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je ne remercie pas ce stade. Ok. J'avais d'autres questions de la part de M. Brouki sur le manque de fonds pour l'achat de masques. Ah oui, pardon. Non, je disais éventuellement, on avait cru comprendre qu'il risquait d'avoir un peu de fonds, peut-être dans l'exemplarité des élus. Je soumettais l'idée que éventuellement pendant ces 2 mois où, hormis le président, d'autres élus ont eu un petit peu moins de travail, peut-être de faire un geste devant la population et d'acheter ou d'offrir quelques masques avec les indemnités. C'était une petite idée, voilà, comme ça, sans polémiquer, mais c'est juste une idée. Voilà, pourquoi pas. Oui, c'est un polémiqué, mais alors pour ma part, je suis d'une part très attaché à certains principes. Le problème, c'est qu'on a tendance
à remettre en question où que ce soit les indemnités des élus. Il faut quand même comprendre que les indemnités, elles sont là pour compenser des heures de salariat ou des temps qu'on ne peut pas assumer dans chacune de nos entreprises. Je crois sincèrement que les élus, moi j'ai souhaité très vite contribuer à la production de masques. J'ai versé une somme et j'ai proposé à mes vice-présidents d'en faire autant. Ils l'ont tous fait, spontanément. C'est retenu sur nos indemnités du mois d'avril, je pense, et j'en suis très heureux. Je crois qu'il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais je voudrais quand même rappeler qu'il faut faire attention quand on manipule devant l'opinion publique les indemnités des élus comme des privilèges. Si on veut demain n'avoir que des notables en responsabilité, on n'a qu'à supprimer les indemnités des élus et vous verrez que le monde ne sera peut-être pas le même. Donc je crois qu'il faut qu'on soit très prudent sur ce sujet-là et je réitère, tous les élus indemnisés du Grand Figeac ont contribué à la production de masques et je n'ai pas eu besoin de rappeler qui que ce soit à l'ordre. Je remercie d'ailleurs mes vice-présidents de l'avoir fait aussi spontanément et aussi rapidement. Alors, voilà, je pense avoir répondu. Voilà, moi j'ai toujours été favorable à ce genre de choses et j'en suis même la preuve vivante, c'est que moi mon mandat d'élu me coûte au lieu de me rapporter. Donc c'est vraiment pas dans ce sens-là que je donnais. Et si vous l'avez fait, moi je dis tant mieux. Et c'est dommage que vous ne communiquiez pas là-dessus, parce que si moi je l'avais fait, je l'aurais communiqué en tant qu'élu. Je parle pas en tant qu'individuellement, bien entendu. Et c'est important que les élus, donc ceux qui sont à la gouvernance, montrent l'exemple et le fassent savoir. Si vous ne faites pas savoir, même moi, je ne savais pas que je suis élu. Vous voyez, donc voilà. Et moi, je trouve qu'il est extrêmement important d'ailleurs que le travail des élus soit rémunéré parce que c'est un travail qui est extrêmement difficile. Pour l'avoir vécu pendant ces 6 ans où j'étais une activité en parallèle, je peux vous dire que c'est extrêmement dur de pouvoir travailler et de faire ces mandats, je dis bien ces mandats d'élus en même temps. Donc, ce n'est pas moi qui vais jeter la pierre là-dessus, c'est simplement une idée de communiquer justement là-dessus pour montrer que les élus sont aussi proches des gens dans ce sens-là. Voilà, les indemnités, c'est moi personnellement, ça ne me choque pas, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se choquent. Voilà, c'était l'ensemble. Écoute, chacun, encore une fois, des élus qui sont indemnisés au Grand Figeac a pu participer et moi, j'en suis franchement très content parce qu'il y a une véritable solidarité entre nous, élus, qui s'est mise en œuvre. D'autres, alors tu l'as peut-être pas vu, mais beaucoup l'ont vu, puisque justement, d'autres élus qui sont d'ailleurs autour de la table virtuelle aujourd'hui, d'autres élus m'ont fait part de leur volonté de contribuer à l'action à travers la plateforme KissKissBankBank. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu des retenues sur nos indemnités. Et ceux qui n'étaient pas indemnisés, qui voulaient participer, ben, ça a été une des réflexions qui nous a conduit d'ailleurs à ouvrir la plateforme participative parce qu'on a réfléchi à plusieurs formes de participation. Elles n'étaient pas toutes envisageables. Celle-ci permet à chacun de pouvoir contribuer, publiquement ou pas, parce qu'on peut aussi garder l'anonymat, chacun le fait comme il le souhaite. Et voilà comment est-ce que les choses se sont mises en place. Voilà, mais je crois aussi que c'est un moment particulier pour faire preuve de solidarité. Fausto, je peux intervenir? Oui. Fausto, oui. Pour répondre à Philippe, en fait, j'ai eu l'occasion déjà de le dire en exécutif, mais les actes de générosité ne doivent pas servir d'autopromotion. Si on le fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Et si on veut s'en servir pour se mettre en valeur, je crois qu'on passe un petit peu à côté du but recherché et du véritable sens que l'on veut donner à notre geste. Voilà. Donc, quand on l'a fait, c'est bien. On l'a fait discrètement, c'est encore mieux. Voilà. Ok, donc Philippe Brocky, il n'y a pas d'autres questions? Non. Michel Tournemine, il a posé les siennes. Alors, est-ce que Patricia Gonti est revenue? Oui, désolée pour tout à l'heure, je me suis absentée effectivement une minute. Donc, il y a des sujets qui ont été abordés, donc je ne vais pas reprendre tous les points, mais j'avais posé, quand on a évoqué tout à l'heure la question du transport scolaire, j'avais posé une question aussi sur la manière dont on pouvait mobiliser le transport à la demande pour répondre à cette problématique du transport scolaire sans mettre beaucoup d'enfants dans les mêmes bus. Et la compétence pour le transport à la demande étant de la communauté de communes, je pense que c'était une réflexion qu'on pourrait mener, communauté de communes, région. Alors, là c'est une question qui pourrait effectivement
être traité, mais on est sur deux compétences qui sont distinctes. Le transport scolaire étant répond à des réglementations, en tous les cas, qui sont à part entière dédiées au transport scolaire. Le transport à la demande, c'est autre chose. J'ai vu ce qu'il fallait faire pour le mettre déjà à disposition des soignants. Alors pour nous, ça a été assez simple, bien qu'on n'ait pas eu de demande par rapport à d'autres qui n'avaient pas la compétence, mais là, en plus, ça ferait, excusez-moi, mais si on met le transport à la demande en place, chacun va appeler le transporteur pour un enfant. Donc, ça va faire vraiment exploser la facture et je ne vois pas que ce soit techniquement envisageable. Sans même aborder l'aspect financier, mais techniquement, ça va être infernal, quoi. Parce que oui, les véhicules seraient plus petits, mais les trajets multipliés par autant de personnes qu'il y a d'élèves. Il faudra que le gouvernement aussi se pose des bonnes questions, excusez-moi, mais quand on rend l'école facultative, il faut aussi comprendre que les collectivités rendent le transport facultatif. Moi, à un moment donné, il faudra qu'on puisse me donner quelques éléments de réflexion parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut répondre à cet aspect-là. On va organiser un transport alors que on va avoir des parents qui vont choisir ou non de mettre leurs enfants à l'école. Ça va complexifier énormément la situation du transport scolaire aujourd'hui et l'organisation du transport scolaire aujourd'hui. Ça, je crois que c'est tout à fait un autre sujet sur lequel je ne peux qu'adhérer à ce que tu dis. Effectivement, je trouve ça invraisemblable que ce soit du choix des parents de mettre les enfants ou pas à l'école. Mais c'est un autre problème et celui-là, il ne relève pas des choix qu'on peut faire nous-mêmes. Non, mais un entraîne l'autre. Donc voilà, je trouve que ça serait intéressant de mettre ce dispositif quand même dans la balance. J'avais une question aussi pour avoir, alors là ça fait un peu tard maintenant, mais un état des lieux de la situation sanitaire sur la communauté de communes, sur les EHPAD, puisque les EHPAD sont gérés différemment. Il y en a qui sont gérés par des communes, d'autres par l'hôpital, etc. Donc c'est un petit peu difficile d'avoir une vision globale. Et donc savoir si on avait les moyens d'avoir un point général sur la situation et ce qu'il en était par rapport aux tests de dépistage, donc à la fois dans ces EHPAD et à la fois dans le cadre de ce déconfinement progressif à partir du 11 mai. On a tous bien entendu qu'un des critères, ça serait la capacité des territoires à pouvoir organiser et ce dépistage et le confinement si nécessaire. Et je finis, parce que comme ça sera global, avec la question de la mise à disposition potentielle d'un certain nombre des logements que peut gérer la communauté de communes pour les personnes qui auraient besoin d'être confinées potentiellement, en espérant que ça n'arrivera pas en dehors de leur domicile. Alors, sur l'organisation du dépistage, sur la situation des EHPAD, tout ça relève de l'autorité sanitaire qui est l'ARS, et moi je ne me prononce pas là-dessus parce que on ne va pas rentrer dans des champs de compétences qui, là aussi, relèvent de plusieurs sujets. Je ne vois pas comment est-ce que nous, on pourrait se préoccuper. Bien sûr que si, on s'en préoccupe de cette question. L'état sanitaire, il est bon pour le moment sur notre territoire. Il n'y a pas de cluster comme on peut le voir sur le nord du Lot. On s'en félicite. Mais ceci étant, ça peut aller très vite aussi. Donc, s'en féliciter, c'est une chose. Mais rester vigilant, ça n'est une autre. Donc, je crois qu'on a tout mis en œuvre pour que chacun puisse rester chez soi dans cette période, dans tout ce qui est entre nos mains, en termes de décision. On a apporté une petite amélioration au fonctionnement des EHPAD parce que je crois sincèrement que les personnes confinées de certain âge avaient besoin de retrouver un peu leur famille d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, après, sur les autres questions, je ne me sens pas de la hauteur. Il y a des compétences qui relèvent du département et des communes, et puis d'autres de l'État. Et c'est à ce titre-là qu'elles doivent être gérées et traitées. On a suffisamment d'échanges avec la préfecture ces jours-ci pour pouvoir en être certain. Sur la question des logements qui pourraient être mis, des logements ou des lieux qui pourraient être mis à disposition des éventuelles personnes qui auraient contracté le virus et qui auraient besoin d'un confinement,
Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas jusqu'alors évoqué. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de disponibles, si ce n'est quelques maisons et quelques locatifs. Là où ça se fait, c'est dans des collectifs un peu plus importants que ce que nous avons en gestion. Mais voilà ce que je peux répondre aujourd'hui sur des questions qui me sont posées. Et sur l'organisation généralisée de procédures pour pouvoir faire un dépistage massif si nécessaire, j'avais noté dans ma question là, en lien avec le dépistage qu'on peut avoir via le centre de santé. Le dépistage massif relève de compétences particulières qui sont gérées par l'autorité qui est l'ARS. Moi, je ne veux surtout pas qu'on mette un doigt là-dedans. Le centre de santé, il a son rôle sur le territoire qu'il occupe aujourd'hui. Il pourrait avoir un rôle étendu sur le territoire de la communauté si l'autorité en question le lui demandait. Mais en tous les cas, gare à nous si nous prenons des initiatives de ce type, hein, parce que déjà, on est très sympathique, on a financé les masques. Je ne suis pas certain qu'au bout du bout, ce soit de notre rôle, mais là, je crois vraiment que c'était dans l'idée de protéger un maximum de population. Mais le dépistage, excusez-moi, mais je crois vraiment que ça, on peut laisser cette question-là entre les mains de l'État et des autorités sanitaires. Au-delà de l'initiative, ça peut être justement savoir si vous avez été sollicité pour que le centre de santé appartienne à un dispositif, s'il y a quelque chose qui s'organise actuellement sur notre territoire. Du tout, mais si le centre de santé est sollicité, on reviendra vers vous pour prendre les décisions, mais jusqu'alors, du tout. Donc, ok. Donc, c'était ça, c'était plus sur le fait de savoir ce qu'il en était, puisque, comme je le rappelais au début, ça va être un point important dans les mesures de déconfinement, de savoir si on est en capacité de faire ça. Et puis j'avais un dernier point qui a été plus ou moins évoqué. Donc, on a parlé tout à l'heure des subventions aux associations qui avaient été versées. On a évidemment forcément beaucoup parlé de solidarité durant ces quelques heures-là. Et je me demandais pourquoi, ou s'il n'était pas possible, de discriminer et d'associer les associations concernées dans ce processus-là en fonction des manifestations qui auraient lieu ou pas, pour pouvoir ne pas verser des subventions qui ne seraient pas forcément nécessaires et pouvoir en quelque sorte en faire un espèce de pot commun pour les attribuer là où les besoins vont forcément exploser dans les prochaines semaines ou prochains mois. Oui, mais ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, pour le moment, on a versé les subventions. Après, il y aura un travail qui nécessitera une rencontre avec chacune de ces associations. Alors, évidemment que ça recoupe un montant de subvention qui soit quelque peu important, mais oui, mais ça, évidemment, ça se fera. On ne donne pas des subventions quand rien n'est fait. Mais dans l'immédiat, la plupart des associations sur lesquelles on a des subventions qui sont un peu importantes ont des personnels ou peuvent avoir en tous les cas des engagements qui rémunèrent des personnels. Donc l'idée, c'était de ne pas mettre tout à plat et surtout d'envoyer un signal assez fort sur le territoire. Mais après, il peut y avoir un travail, il devra y avoir un travail d'ailleurs à faire avec chacune d'entre elles par rapport à ce qui est engagé ou pas et la situation de chacune de ces associations. Et puis, une dernière petite question très ponctuelle sur la possibilité de donner à tous les personnels de la commune, quel que soit leur poste, de pouvoir accéder à des mesures de protection telles que le gel hydroalcoolique ou les masques s'ils en expriment le besoin, le souhait. Alors, on a dès le 17, je crois, peut-être le 16, je ne me rappelle plus, mais en tous les cas, mars, mis en place toutes les mesures. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai rencontré aussi les syndicats. Je viendrai de nouveau la semaine prochaine. Ben oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, je vous ai fait la situation de l'état des personnels suivant, l'état, en tous les cas, la manière dont ils sont aujourd'hui, certains en autorisation d'absence, d'autres en télétravail, etc. Donc, tous ces statuts-là ont été traités. Il faut savoir que les collectivités, vous le savez tous, n'ont pas droit au chômage partiel ni à quoi que ce soit. Donc, tout reste à charge de la collectivité. Mais le plan de continuité d'activité, il a d'abord été mis en place avec la protection de nos personnels. Et
pour avoir rencontré les syndicats, je ne me rappelle plus, mais au bout de la première ou deuxième semaine, c'était très bien vécu. Je me suis aussi rendu évidemment auprès des agents de collecte pour être certain que tout allait bien. Il y a depuis des masques qui ont été fournis. Ils en ont eu très tôt, hein, mais voilà. Donc je crois que de ce point de vue, on a bien répondu à la fois à leurs attentes, mais surtout à leur protection qu'on leur doit. Voilà. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, Nathalie Masbou avait une question, peut-être, Nathalie? Non, elle est là. Oui. Merci, bonsoir. Oui, moi, c'était plus par rapport à tout ce qui se passe. Il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées. Pour la diffusion de produits agricoles en production locale, où on voit les difficultés, notamment sur les circuits courts et l'impact que ça a sur les agriculteurs. Aujourd'hui, le département a lancé un appel à projet sur les circuits courts et je me dis qu'il pourrait être opportun que le Grand FIJAC rejoigne un peu la réflexion et réfléchisse à une éventuelle organisation sur le territoire. Alors, ben oui, ça va faire partie des questions d'avenir. Donc, je crois qu'il vaut mieux quand même laisser la nouvelle Assemblée s'emparer de ce sujet. On n'est pas, je crois, resté inactif sur ces questions-là. Hein. Mais je crois effectivement que la situation qu'on vit aujourd'hui aura tendance à rebattre les cartes de ce point de vue. Et j'espère que chacun ne reprendra pas les réflexes qu'il avait la veille, parce qu'on voit bien que cette crise nous amène aussi à nous reposer un certain nombre de questions. Donc oui, il faudra l'encourager. Je pense que c'est très important, mais je crois aussi qu'il faut respecter le temps dans lequel nous sommes, où une nouvelle assemblée va arriver, et il faut lui laisser l'appropriation de certains sujets. Celui-là en fait partie. De tous les cas de figure, on ne pourrait pas régler la question aujourd'hui, mais on sera par contre très vigilant sur à la fois les appels à projets qui peuvent être ou qui pourraient être exprimés dans ce sens-là. Et puis pourquoi pas ce qu'on pourra mettre en place nous aussi avec nos agriculteurs qu'on connaît un peu mieux d'ailleurs maintenant, hein, parce que nombreux ont été ceux qui ont sollicité les différentes communes par rapport au marché. Nous on a été sollicités en direct et on a loué un local d'ailleurs pour un drive fermier. Voilà, donc il y a des initiatives qui voient le jour ça et là. Il faudra certainement les encourager, voire les aider à se développer. Et également une relation qui est peut-être nouvelle entre la grande distribution et puis ces producteurs locaux. Donc il y a beaucoup de choses à faire et il faudra y travailler. Tu as raison de le souligner. Voilà, c'est juste histoire qu'on ne l'oublie pas dans le futur proche, j'espère. Eh bien écoute, j'espère que collectivement nous ne l'oublierons pas. Y a-t-il d'autres questions diverses? Alors, Vincent, c'est Christiane. Oui, Christiane. C'est pas une question diverse, c'est simplement que, bon, à partir du 11, là, il va falloir travailler le plan de déconfinement que pas pour les écoles, pour les services. Donc là aussi, il va falloir le travailler ensemble, je pense. Moi, je sais qu'au niveau du CIAS, tous les services ne vont pas pouvoir redémarrer de sitôt, je vais dire. Je pense beaucoup à la maison des seniors et au restaurant du 3e âge. On essaie de mettre en place, parce que ces seniors-là sont très isolés aussi, ils ne sont pas dans les EHPAD, ils sont très isolés. On a mis en place pendant le confinement des choses, mais il va falloir les faire perdurer dans le temps. Je pense aussi aux relais d'assistance maternelle et aux rames itinérants. Tout le confinement, on a eu un contact téléphonique, on va dire, quotidien. Les assistantes maternelles sont assez inquiètes sur la reprise de leur activité aussi, parce qu'il y a des parents qui se posent des questions. Voilà, donc tout ça, on l'a travaillé avec la CAF, avec tout le confinement, il y a eu une liaison, puisque les animatrices étaient en télétravail et on avait fait faire des transferts d'appels sur leur domicile.
Voilà, donc il y a tout ça aussi qu'il va falloir prendre en compte parce que c'est aussi l'économie, pour certains c'est une économie, hein, il n'y a pas que l'aéronautique et malheureusement c'est des gens qui auront besoin de bosser par la suite. Parce que justement les conjoints, il y a des conjoints qui travaillent beaucoup dans l'aéronautique. Voilà. On a déjà beaucoup de monde qui se retrouve un peu sur le bord du chemin avec les intérims, le chômage partiel et tout. Donc, oui, on aura besoin de se poser des questions, peut-être qu'on ne se posait pas la veille et qu'on se posait différemment. Mais là aussi, ça relèvera des décisions que nous aurons à prendre dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais écoutez, moi, je voudrais d'abord féliciter les équipes pour l'organisation de cette réunion parce que chacun a pu voir que c'était d'une part possible. Hein, alors, on n'était pas tout à fait 126, mais on est monté jusqu'à 95, je crois. On a eu, alors d'ailleurs, le dernier résultat du vote, excusez-moi, quand même que je vous dise, le résultat du dernier vote, c'était donc le 6e point, c'est ça ? 84 ont pu s'exprimer et 84 pour. Voilà, je m'excuse, j'ai oublié de vous donner ce résultat de vote. Mais écoutez, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de réunir de nouveau un conseil communautaire sous cette forme-là avec les élus de la mandature 2014-2020, puisqu'il y a quelques semaines, je n'aurais pas cru qu'on en soit là aujourd'hui. Donc, croisons les doigts pour l'avenir, qu'il s'améliore, que notre territoire reste épargné, que je vous trouve en bonne santé lorsque je vous croiserai. Et puis, prenez soin de vous. Ce qui va nous manquer, en fait, c'est finalement... un peu de saucisson, un peu de fromage et la mandarine qui venait clôturer nos réunions. Mais bon, bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre participation. J'ai un petit paquet de gâteaux. Jeanne Laporte avait commencé les 4 heures. Ouais. J'ai vu. Bon, bonne soirée, allez, félicitations à l'équipe technique. À très bientôt. Merci à vous. Allez, merci à tous. Merci, bonsoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci pour la soirée. Merci. Bonsoir. Merci.